Bonjour. Alors, il est 11h06 et nous allons donc débuter ce webinaire qui a pour thème les courroies élastiques et les courroies de convoyage. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qui est proposée par l'UNM et vous pouvez retrouver toutes les thématiques sur notre site internet dans la rubrique Participer au webinaire. Donc moi, je m'appelle Alison Rosa, je suis chef de projet en normalisation et secrétaire de la commission UNM PNC PFC qui s'occupe donc des normes sous les courroies. Alors moi, j'interviendrai sur la partie plus générique de ce webinaire et la partie, disons, plus technique sera présentée par Monsieur Denis Tricoche qui, donc, je vais laisser se présenter tout de suite. Oui, pardon, j'ai eu quelques petits problèmes de connexion. Donc, bonjour, je suis Denis Tricoche, je suis responsable du développement des courroies, enfin des produits pour la société Hutchinson, pour la partie transmission, en fait, de la société Hutchinson. Voilà. Merci Denis. Alors, donc c'est un webinaire qui va durer environ 30 minutes et vous avez en bas de votre écran normalement un bouton qui s'appelle QER, donc questions-réponses, et donc vous pouvez utiliser ce panneau pour poser vos questions et nous, on y répondra à l'écrit, soit à l'oral lors du webinaire. Donc, on va plutôt privilégier à la fin donc, pour répondre à ces questions à la fin du webinaire. En tout cas, n'hésitez pas à nous les poser, quel que soit le sujet. Alors, cette présentation est divisée en trois parties. Vous allez d'abord voir une introduction sur les principes généraux des normalisations. Ensuite, je vais vous présenter quelques informations clés dans les actualités et enjeux sur la commission courroie. Et c'est là où Denis prendra la main pour vous expliquer ce que sont les courroies élastiques, qu'est-ce que la norme NFE 24-406 qui vient d'être publiée en France, ainsi que le projet de normes sur les courroies de convoyage. Et enfin, dernière partie, je vous présenterai un outil qui est très très simple d'utiliser et qui vous permet de faire une veille facilement, mais aussi de participer gratuitement à certains projets de normes. Alors, dans les principes généraux, je vais commencer par déjà casser un mythe. Lorsque nous parlons de normes aujourd'hui, ce sont plutôt les normes d'application volontaire, donc des normes techniques. Il y a souvent un amalgame qui est fait entre les normes d'application volontaire et les normes d'application obligatoire. D'ailleurs, on a entendu récemment de la part du président Emmanuel Macron le fait qu'il y avait, entre guillemets, trop de normes inutiles qui entraveraient, d'après lui, l'activité économique et qui décourageraient les industriels. Alors ça, c'est un exemple d'un discours qui justement alimente cet amalgame entre les normes d'application obligatoires, qu'on peut aussi qualifier des normes juridiques. Ce sont les lois, les décrets, les arrêtés, les circulaires. Et nous, ce que nous faisons à l'UNM, ce sont les normes techniques, donc ce qu'on appelle aussi en anglais standards. Et elles sont toutes d'application volontaire. Il y en a à peu près 34 600, dont uniquement 1% est rendu d'application obligatoire lorsqu'elles sont citées justement dans les normes juridiques, donc inscrites à ce titre dans un cadre réglementaire. Donc les normes techniques que nous faisons sont d'application volontaire. Alors, comment fonctionne la normalisation? Vous utilisez parfois ces référentiels sans vraiment le savoir, ce qui est normal. C'est un tout petit peu opaque. Donc, comment ça marche? Donc déjà, comme je vous ai dit, ça repose sur l'application volontaire. C'est un document qui est fait par les parties prenantes et pour les parties prenantes. Nous, à l'UNM, nous ne faisons pas des normes pour nous. Ce sont les personnes qui participent aux commissions de normalisation, les experts techniques qui viennent donc remonter des besoins, qui créent des nouvelles normes ou bien qui modifient les normes existantes. Les normes volontaires reposent aussi sur un principe d'ouverture parce qu'effectivement, pour que ces normes correspondent à l'état de l'art du domaine, il faut avoir beaucoup de personnes différentes dans ces sujets techniques.
donc des fabricants, des utilisateurs, les pouvoirs publics, etc., etc. Différents types aussi d'organisations, que ce soit des grands groupes ou des PME. Autrement dit, la norme a besoin de plus de monde possible autour de la table pour avoir une représentativité du marché et de l'état de l'art qui correspondent à chacun. Elle repose aussi évidemment sur les consensus, puisque comme nous avons beaucoup de personnes différentes avec des objectifs différents, le consensus est obligatoire pour mettre tout le monde d'accord. Nous avons d'ailleurs l'habitude de dire que on peut pas avoir une seule personne qui sort d'une réunion extrêmement satisfaite parce qu'elle a mis tout ce qu'elle voulait dans la norme, et de notre côté, toutes les autres personnes qui sont extrêmement frustrées parce qu'elles n'ont rien gagné. Donc ça marche pas exactement comme ça. Il faut que tout le monde soit un petit peu mécontent, puisque il faut que chacun ait pu mettre quand même ce qu'il souhaite dans la norme et qu'il lâche du lest pour aussi prendre en compte la position des autres personnes de la commission. Et donc ça, c'est vraiment un principe fondamental sur lequel repose la norme. Ce n'est pas une personne qui fait la norme, mais l'ensemble des personnes présentes autour de la table. Ensuite, la norme volontaire repose aussi sur la transparence et ça se traduit comment? De plusieurs façons. D'abord, n'importe qui peut trouver des informations, par exemple, de qui participe à la commission de normalisation sur Internet. Vous pouvez trouver aussi les projets qui sont ouverts ou les projets qui sont publiés. Il y a aussi une étape qui est très importante qui s'appelle l'enquête publique et comme son nom l'indique, est publique et donc qui est mise à disposition de tous sur Internet, sur un site qui s'appelle Norminfo, dont je vous parlerai plus tard. Et donc l'enquête publique permet d'avoir la participation de tout le monde. C'est une consultation élargie à d'autres partenaires qui n'ont pas forcément participé aux travaux préparatoires et qui vont à ce moment-là pouvoir dire si le document convient à l'usage que chacun en fait. Et enfin, la normalisation volontaire repose sur une mise à jour régulière. Et pourquoi mise à jour? Comme je vous l'ai dit, la norme est faite pour correspondre à l'état de l'art et donc pour qu'elle corresponde à l'état de l'art, il faut pouvoir la réviser facilement et régulièrement. Donc nous avons un principe de base qui est tous les 5 ans, on examine un document pour voir s'il correspond toujours à l'état de l'art. S'il correspond toujours, le document est confirmé et sinon, on peut effectivement le réviser. Mais aussi la norme, elle peut être révisée entre ces 5 ans, donc on n'a pas besoin d'attendre 5 ans. Les documents normatifs, ils peuvent être révisés un peu n'importe quand sur une proposition d'une personne, d'un pays, évidemment si cette proposition est soumise encore une fois au consensus. Mais en tout cas, la norme, elle est mise à jour régulièrement si on en a besoin. Alors ici, très rapidement, c'est juste pour vous montrer que la normalisation se développe en 3 niveaux. Il y a un premier niveau national, donc ici le niveau français, qui est l'AFNOR, l'Association française de normalisation, qui délègue donc ses pouvoirs à d'autres bureaux de normalisation sectorielles, comme nous à l'UNM. Donc l'AFNOR interagit avec le niveau international, donc ici le niveau ISO et IEC, et au niveau européen, l'AFNOR interagit avec le CEN-CENELEC. Alors le CEN est le pendant européen de l'ISO pour les normes génériques, tandis que le CENELEC est le pendant européen de l'IEC pour la partie électrotechnique. Une chose très importante à retenir sur ce schéma-là, c'est qu'au niveau de l'ISO, la reprise des normes est optionnelle, c'est-à-dire que si nous avons des normes françaises qui nous conviennent, nous sommes pas obligés de récupérer une norme ISO en collection nationale, donc d'avoir une version française de cette norme. A contrario, les normes qui sont développées au niveau européen doivent être reprises obligatoirement en collection nationale dans tous les pays de l'Europe. Et là, si nous avons une norme française que vous utilisez et qui va être en contradiction avec le projet de norme européen, ça veut dire que la norme française a vocation à être remplacée par la norme européenne quand elle sera publiée. Alors, je continue. Alors, donc nous, si on fait un petit focus sur le niveau français, nous avons l'AFNOR qui est, disons, l'interlocuteur officiel des instances internationales et européennes de normalisation. Donc, dans notre cas, c'est l'ISO et le CEN.
L'AFNOR normalise une variété de sujets et délègue à certains sujets spécifiques, thématiques, à des bureaux de normalisation sectoriels. Donc nous, l'UNM pour la mécanique, mais aussi le caoutchouc, l'acier et la fonderie. Et vous avez aussi au niveau français, par exemple, le BNA pour l'automobile, le BNAE pour l'aéronautique, le BNG pour le gaz, etc., etc. Donc chaque bureau de normalisation abrite des commissions de normalisation sur des sujets techniques spécifiques. Nous, par exemple, à l'UNM, nous en avons à peu près 120. Et dans ces commissions de normalisation sont réunis ce qu'on appelle les experts, qui sont les fabricants, les utilisateurs, les autorités réglementaires, les centres de recherche, les universités, les évaluateurs, bref, toutes les parties prenantes autour d'un même sujet technique et qui apportent leurs besoins et leur expérience. Et donc, tous ces experts travaillent en coopération ou en complémentarité totale avec nous, donc l'UNM, qui sommes des experts du système de normalisation, qui est un tout petit peu compliqué, mais c'est pour ça que nous sommes là. C'est justement pour maîtriser les règles, maîtriser comment doit être le contenu de ces documents, mais aussi notre travail est aussi d'accompagner les experts français dans la définition de leur stratégie pour justement atteindre le consensus et ensuite les aider à déployer cette stratégie au niveau européen et international. Alors, nous avons beaucoup de personnes dans nos commissions. Je pense qu'on a à peu près, il me semble, 1700 experts. Euh, et ils viennent pour plusieurs raisons. Les raisons principales, en général, c'est effectivement de suivre ce qui se passe dans les normes. Et là, il y a plusieurs choses. Donc déjà, c'est une façon d'anticiper ce qui va se passer dans les normes qu'on utilise, puisque lorsqu'il y a des changements et qu'on n'est pas au courant et que ça nous tombe dessus sans crier gare, ça peut devenir un petit peu compliqué pour notre façon de travailler. Mais ça permet aussi également d'influencer les normes en développement, puisque en faisant partie de la Commission française, vous pouvez faire entendre votre voix et valoriser la position de votre entreprise vis-à-vis d'un sujet, que ce soit, par exemple, je ne sais pas, par rapport à des valeurs ou des méthodes d'essai qui ne correspondent pas à vos pratiques. Ou même, vous pouvez aussi proposer votre propre projet de norme si vous avez des façons de faire qui n'existent pas dans le panorama normatif d'un domaine précis. Ça vous permet aussi effectivement de rencontrer des concurrents et des potentiels clients. C'est un endroit neutre où vous pouvez avoir des discussions qui n'appartiennent pas au domaine commercial, ce qui est encore plus intéressant puisque vous allez quand même, tout en parlant de technique, élargir votre réseau et pas seulement au niveau français, mais aussi international. Et cela donc vous donne une vision à 360 de ce qui est en train de se faire dans votre secteur. Et enfin, d'une manière générale, vous avez effectivement accès à énormément d'informations, que ce soit sur les normes, sur les projets de normes, en phase de rédaction, les échanges des données entre des entreprises dans le cadre, par exemple, d'un groupe de travail à l'ISO, si vous en faites partie. Mais aussi, vous avez accès aux normes publiées par votre commission pendant les 3 mois qui suivent leur publication. Et donc, tout ça, c'est le genre d'information que vous pouvez pas trouver ailleurs que dans votre commission de normalisation. Alors, maintenant, je vais faire un petit focus sur la commission UNM PNC PFC Courroie, dont je suis secrétaire. Je vais vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait dans cette commission, et ensuite Denis vous parlera des courroies élastiques et les courroies de convoyage, qui sont nos axes de travail actuels. Donc, alors la commission courroie, c'est l'une des 5 commissions, ce qu'on appelle les commissions caoutchouc de l'UNM. Qu'est-ce qu'on normalise dans cette commission? Principalement les courroies de transmission. Donc là, on a notamment Hutchinson au niveau français, et puis les courroies ou bandes transporteuses, et avec comme acteur principal dans la commission la société Cobra. Donc, on normalise aussi les poulies correspondantes. On fait des normes de terminologie, des normes de dimensions, méthodes de calcul, de classification, stockage, etc. On fait aussi des normes de sécurité des courroies, notamment au niveau européen, en lien avec la réglementation machine. Et les applications peuvent être donc des applications générales pour l'industrie,
ou bien l'automobile, le machinisme agricole, les outillages, etc. Alors, je continue. La commission Courroie donc gère un parc de normes d'à peu près 70 normes. Les instances qu'on suit à l'international, donc on a le ISO TC 41 pour les poulies, les courroies. Alors, ce comité technique, il chapeaute trois sous-comités. Donc, il y a le sous-comité SC1 sur les courroies de transmission par friction ou frottement. Donc là, c'est leadership français avec Hutchinson qui tient la présidence et moi-même en tant que secrétaire. Ensuite, on a le sous-comité 3, donc le SC3 courroie transporteuse qui est piloté par la Chine et le SC4 sur les courroies synchrones, donc là piloté par les États-Unis. Alors, dans le SC4, la France est ce qu'on appelle un membre observateur. Ça veut dire que on fait juste de la veille, il n'y a pas d'implication forte de la part des experts français. Alors ici, juste pour vous donner un petit aperçu des acteurs qui participent au sous-comité piloté par la France, mais ils sont aussi quelque part dans d'autres sous-comités qu'on vient de voir. Donc, vous avez par exemple des fabricants comme Gates aux États-Unis, Mitsubishi et Bando au Japon. Alors, ces trois-là font aussi des courroies synchrones, donc SC4. Aux États-Unis, on a aussi Continental qui est tourné vers le segment aftermarket pour des pièces de rechange. On a OptiBelt en Allemagne, Oriental en Inde. On a Gull TZ qui est un équipementier chinois, il me semble. Et enfin, bien sûr, au niveau français, Hutchinson. Bon, et là, puisqu'on parle de Hutchinson, je vais laisser la parole à Denis, qui est le président de la commission Croix et qui a beaucoup travaillé sur la norme NFE 24-406 sur les courroies élastiques. Donc, Denis vous parlera de cette norme et aussi des courroies de convoyage qui est encore, on va dire, à un stade embryonnaire parce que nous recherchons des experts intéressés à participer. Donc voilà, Denis, sur ce, je me tais et je vous laisse la parole. Et merci. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, donc effectivement, sur la partie Hutchinson, Hutchinson, très rapidement, hein, c'est un groupe international dont la spécialité, c'est le développement, enfin, c'est la transformation du caoutchouc. Dans les différentes divisions, il y a donc la division qui est la division Bell Drive, dans laquelle nous sommes spécialisés pour la fourniture de systèmes d'entraînement euh, par Polyvé, principalement par Polyvé. On a on a une gamme de produits qui vont des courroies, des systèmes de filtrage, des systèmes de tension, éventuellement aussi des poulies. Sur les aspects courroies, dans nos gammes, on a différentes gammes de courroies et parmi ces gammes, nous avons la partie dite courroie élastique. Alors, ce sont des courroies qui existent depuis, j'allais dire, une vingtaine d'années, euh, qui ont une particularité. Ces pièces n'ont pas besoin de système de tension. Ce sont des courroies qui, en fait, se chaussent sur une cinématique et qui, à partir de la longueur de la cinématique qui a été déterminée, permet d'obtenir une tension qui est, on va dire, une tension qui permet d'avoir un fonctionnement correct de l'ensemble de la transmission. Euh, je vais prendre différents exemples sur les aspects, par exemple, automobiles, sur des moteurs à combustion interne. Euh, en plaçant une courroie dite élastique, stretchy, en fait, ça permet sur la cinématique de supprimer tous les éléments de tension et éventuellement également des éléments qui permettent de faire des enroulements de façon à simplifier la cinématique. Bon, c'est l'exemple qu'il y a sur cette page voilà, qui montre que à partir d'une cinématique qui était composée de 6 éléments au départ, on passe à 4 éléments simplement en utilisant une courroie élastique. Je,
La particularité de cette pièce-là, comme j'ai déjà expliqué précédemment, c'est qu'en fait, classiquement, sur une courroie, quand on pense à la définition d'une courroie, on pense à la largeur pour passer la puissance, mais on pense également à la longueur par rapport à la cinématique. Dans ce cas précis, sur les courroies élastiques, la longueur est un élément qui permet de définir la tension qu'on va obtenir sur la cinématique et donc le fonctionnement correct de la cinématique. D'où l'intérêt de travailler sur une norme permettant de contrôler cette tension. Parce que clairement, une courroie élastique, elle ne se mesure pas en longueur. C'est pas une notion qui est utile pour l'utilisateur. La notion qui lui importe, en fait, c'est la notion de tension. Euh, donc ça, c'était l'exemple par rapport à l'aspect automobile. Pour l'industrie, on a développé également toute une gamme qu'on appelle les courroies flexoniques. Je dis toute une gamme parce qu'en fait, en polyvé, sur les courroies polyvé, il y a différents profils. Et en fonction des profils, on a défini des structures différentes de façon à répondre aux demandes clients. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que par rapport à la demande du client, on vient fournir une courroie qui, lorsqu'il la monte sur son application, lorsqu'il la chausse, il n'y a pas de système de tension, lorsqu'il la chausse, euh, il obtient une tension sur sa cinématique qui permet d'avoir un fonctionnement correct et pérenne de sa cinématique. Donc ça, c'est sur les aspects industriels. Et puis également sur l'aspect convoyage, on a développé également des produits qui sont directement appliqués à des systèmes de convoyage par rouleau, qui du coup limitent forcément l'implantation de cinématiques et c'est typiquement l'utilisation entre deux rouleaux qui vient mettre la tension, la bonne tension, euh, par rapport à l'utilisation de la pièce. Donc effectivement, ce qui me, alors, ce qui me semblait important, donc l'idée de proposer cette norme, c'était justement que alors, qu'il y ait une homogénéisation du contrôle de ces courroies, puisque, comme je l'ai déjà dit, en fait, on ne peut pas contrôler une courroie élastique à partir de sa longueur. En fait, ça n'a pas vraiment de sens. C'était de proposer un moyen, une méthode de contrôle pour vérifier que, au final, la courroie sur l'application est correctement utilisée ou que la courroie qui a été, qui est montée sur l'application correspond bien à l'application qui était souhaitée. Donc, en termes de domaine d'application, donc on a pris, enfin, on a réfléchi à une norme qui pouvait s'appliquer à peu près à tous les types de courroies qui sont existantes, à partir donc des profils standards, PH, PJ, PKPL. Euh, on s'appuie sur, j'allais dire, sur la terminologie de normes classiques concernant les courroies, c'est-à-dire que vous allez retrouver les notions d'anthrax, d'allongement, de charge de mesure, des diamètres effectifs de mesure, du nombre de dents euh, d'une courroie. Et donc, il y a une notion qui a été introduite, qui est la notion de tension stabilisée, puisque c'est bien ce paramètre, en fait, qui permet de fonctionnement de la courroie. La particularité également, euh, par rapport au conditionnement, c'est que pour pouvoir vérifier qu'une courroie
pour pouvoir vérifier la tension délivrée par une courroie, on a mis un critère qui correspond, alors il y a une petite coquille dans le PDF, qui correspond à 50 000 tours. Il faut que la courroie, de façon à ce que, j'allais dire, il y ait bien les allongements liés au caoutchouc, ne pas s'affranchir de l'aspect mise en place, etc. euh, un minimum de 50 000 tours de la pièce ait été réalisé sur l'application standard afin de vérifier qu'on est bien sur justement un niveau de tension stabilisé et pas une phase, on va dire, de mise en tension. Après, sur l'aspect de principe, on vient chausser la courroie sur un système en deux axes. Euh, avec un anthrax défini de sorte que la longueur de la cinématique corresponde à la longueur de l'application. Et à partir de cette cinématique, on opère quelques rotations et on vient mesurer l'effort résiduel sur l'axe euh, de, du banc de contrôle de façon à voir si effectivement cette tension correspond bien à la tension qui était enfin, voulue sur l'application cible. À partir de là, on fait un rapport d'essai, on va dire, plutôt standard. Donc voilà l'idée de la norme, l'idée de la, comment ça s'appelle, la proposition, de façon à ce que il y ait, j'allais dire, il y ait un principe commun de mesure de cette tension stabilisée et de la tension délivrée par une courroie élastique sur une cinématique. Voilà. Et puis, alors, donc un autre aspect dont a parlé Alison. Et on a développé, donc vous avez vu sur des systèmes de convoyage, on a des courroies aujourd'hui qui sont de type polyvé, et il y a un certain nombre de convoyages, de systèmes de convoyage qui utilisent des rouleaux qui ont des formes qu'on appelle O-ring, enfin qui ont des formes, un rayon d'entraînement. Et donc, on a développé des produits qui permettent de venir remplacer des systèmes O-ring pour, principalement pour des questions de fiabilité des produits. Et donc, par rapport à ça, on s'est rendu compte que là, c'est le schéma classique, on va dire, pour des rouleaux de convoyage. Euh, il y a une gorge, il y a des gorges définies. Les rayons, alors on se rend compte que par exemple, les rayons de ces rouleaux, ils sont pas forcément tous. Enfin, en gros, il y a pas de normes, donc il y a pas beaucoup de standards. Il y a à la fois les rayons qui sont pas généralisés, et en même temps, le diamètre intérieur, là, ça dépend un peu des différents fournisseurs, et les profondeurs peuvent être différentes. Euh, Ce qui pose en fait un problème après en termes de calcul, en termes euh, de, de, de- de choix de produits. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, pourquoi pas, proposer une norme de façon bah, à avoir des données un peu plus standards sur ces rouleaux. C'était une proposition de travail par rapport à la commission. Voilà pour moi. Bon, bah, merci, Denis. Je sais pas jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'après, je reprends la présentation juste pour faire la clôture. Je vais donner des informations sur comment faire de la veille, enfin, comment rester en contact avec nous. Mais jusque-là, pour la présentation de Denis. Alors, donc il y a une question. Alors, quid des courroies convéioniques et la norme 1813, 18013 de Alors, 2014?
Y a-t-il une évolution de ces produits et où la norme? Alors, il me semble que la norme 1813, je crois qu'elle est déjà elle est en cours de révision actuellement. Mhm. Mais pour moi, alors, je regarde. Est-ce que la personne qui a fait cette question, elle veut peut-être préciser quand vous demandez quid des courroies convéoniques? Bon, on reviendra à cette question. Pour l'instant, je reprends la présentation et on revient à cette question à la fin parce que je vois le temps passer. Normalement, c'était jusqu'à 45, mais comme on a commencé un petit peu en retard. Euh, alors, alors, je reprends la présentation. Hop, partager. Voilà. Vous voyez bien l'écran? Oui. Alors, donc pour terminer, je voulais vous montrer un petit outil que j'ai mentionné au début qui s'appelle Norminfo et qui vous permet de chercher et de trouver quasiment tout ce que vous voulez sur les normes courroies. Alors, donc ici, vous voyez, je vous ai mis la page d'accueil, ça se présente comme ça. Vous pouvez utiliser un chiffre la barre de recherche. Vous pouvez aussi taper des mots-clés, un sujet. Enfin voilà, vous pouvez vous pouvez tester un petit peu de votre côté, voir ce que vous trouvez. Par exemple, si on tape la référence de la commission, ça vous donne après un écran comme ça. Euh, donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez plusieurs choses. Il y a déjà en haut un récapitulatif qui vous permet de voir les normes qui sont en conception, donc ici en jaune, les normes qui sont en enquête publique, les normes déjà publiées et aussi les normes qui sont en réexamen. Donc là, ça rejoint un petit peu ce dont je vous avais parlé au début, le fait que les normes sont mises à jour régulièrement. Euh, alors là, ce qui est intéressant, très intéressant pour vous, si vous voulez faire de la veille ou suivre les modifications des normes que vous utilisez au quotidien dans votre travail, vous pouvez, après avoir créé un compte gratuitement sur Norminfo, utiliser le petit cœur ici en bas pour être informé des modifications de la norme. Donc là, ça peut être une norme qui est en conception, en enquête publique ou en examen, mais il faut savoir que ça reste, on va dire, une information sommaire. Vous serez de toute façon notifié par mail comme quoi il se passe quelque chose sur cette norme-là, qu'elle est en train d'évoluer. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, à ce moment-là, il faudra faire partie de la commission de normalisation parce que tout n'est pas diffusé sur ce site. Alors, seulement pour les enquêtes publiques, là, par exemple, quand on va sur les normes courroies, on voit les enquêtes publiques qui sont déjà closes et d'autres qui sont ouvertes. Si vous voyez bien, en ce moment, il y a deux enquêtes publiques ouvertes sur des normes des courroies transporteuses qui sont en cours de révision. Donc, il y a l'ISO 15236 partie 3 et l'ISO 14890. Donc là, par exemple, dans le cadre d'une enquête publique, c'est-à-dire sans forcément faire partie de la commission, vous pouvez regarder plus en détail ce qui se passe avec l'ISO 15236 partie 3. Vous pouvez télécharger le document en français et en anglais. Et si vous êtes d'accord avec cette évolution ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Et le mieux, évidemment, surtout si vous n'êtes pas d'accord, c'est de dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord en donnant vos commentaires, en disant par exemple, voilà, sur ce point, il avait ceci, il avait cela, ou alors il faudrait ajouter tel point, etc. Donc, vous pouvez donner votre avis d'une manière un peu libre. Et si vous donnez votre avis, vous serez ensuite invité à ce qu'on appelle la réunion de dépouillement, c'est-à-dire un dépouillement des commentaires reçus lors de l'enquête publique, à laquelle vont participer non seulement les membres de la commission, mais aussi les répondants extérieurs à la commission. Donc, ça peut être vous. Donc, vous serez invité à cette réunion pour défendre votre avis qui sera ou sera pas, selon le consensus, pris en compte dans la position française qu'on va définir lors de cette réunion. Alors, évidemment, j'ai oublié de le dire, vos commentaires et votre avis pourront être pris en compte lors de l'enquête publique. Par contre, il faut savoir que avant d'en arriver là, à l'enquête publique, le document, donc la norme, aura déjà subi le plus souvent des modifications techniques, parfois des modifications profondes lors de l'étape de démarrage, ce qu'on appelait avant les normes en conception.
Et même après l'enquête publique, si vous ne faites pas partie de la commission, vous ne serez plus informé de ce qui s'y passe. Donc là, c'est aussi une invitation à nous rejoindre en commission de normalisation. Donc voilà, je regarde encore si il y a d'autres questions. Alors, il y a une autre question. Je passe de la même personne. Ces courroies convéiques vont-elles évoluer par rapport à la révision de la norme ISO 18013 de 2014? Alors, alors là, on parle pas de géométrie, hein, on parle l'ISO 1813, c'est la norme de conductivité en fait des courroies. Alors, par rapport à ça, les courroies, alors les courroies convexoniques, la question elle est par rapport à un problème de mise en œuvre ou par rapport aux valeurs elles-mêmes de conductibilité de la pièce. C'est là où pour moi c'est enfin, je sais pas si c'est une... Les deux, d'accord. C'est effectivement parce que sur la norme, comment ça s'appelle on doit 1813? être limité. La Hmm. 18-13, on doit être limité sur une largeur, je crois, de 3 dents. On peut pas faire de... Enfin, on peut pas. Comment ça s'appelle? Les valeurs, on peut pas avoir sur un nombre de dents inférieur. Donc effectivement, pourquoi pas? Ça pourrait être un travail qui pourrait être engagé. Euh, Après, sur la valeur en elle-même des produits, euh, je vais faire une réponse qui est par rapport aujourd'hui à l'ensemble des demandes que l'on a sur ces pièces-là. Elles sont normalement conductrices. Peut-être que si vous avez des demandes particulières, euh, on peut peut-être étudier des choses de façon à vous proposer un produit qui serait plus adapté à vos demandes. Voilà. C'est ce que je peux, c'est tout ce que je peux répondre. Oui, après aussi, je regardais là la 18013, ce qui justement elle est en cours de révision. Vous avez raison. Par contre, enfin là, on voit sur quoi porte la révision en ce moment. Donc, il y a des aspects plus rédactionnels Mm. et il y a juste la correction d'une valeur liée, voilà, je sais pas, au micron, je sais pas qu'on appelle ça, cette valeur-là. L'unité de résistivité de surface du film sec a été modifiée. Donc Ouais, mais voilà, il y a, ouais, oui, enfin, c'est pour la norme, elle s'applique aussi sur des bandes. Donc, il y a une spécificité là-dessus, mais d'accord. effectivement, dans la norme, dans l'aspect, euh, dans la, dans la norme, si tu regardes les tableaux, la spécificité, c'est que la norme, mais c'est vrai que sur la mesure de conductivité, euh, Là, elle est un petit... enfin, la conductivité dans le caoutchouc est quelque chose d'un peu, on va dire, un peu particulier. Donc, elle est limitée aujourd'hui à une largeur de dents, je crois au mini, de 3 dents, ce qui fait une largeur sur des petites courroies qui est quand même relativement faible. d'accord. Alors, Voilà. développez-vous des courroies spécifiques aux engins agricoles? Alors, on a des gammes de produits, effectivement, qui sont dédiées à ce qu'on appelle des applications off-road, donc la partie, effectivement, engin agricole. Donc, juste pour compléter ce qu'a dit Denis avant, parce que là, on dépasse un petit peu le créneau. Donc, la partie, la courroie et le projet de courroie élastique, donc la norme a été publiée en France. Et là, le prochain cap pour la commission de normalisation, c'est de proposer cette norme française en tant que norme ISO internationale. Donc, ça, c'est un peu l'agenda de cette année. Donc, on aura des réunions de l'ISO au courant de l'année et on va proposer cette norme en tant que projet international. Bien sûr, on va voir comment ça se passe. Et après, la partie convoyage, c'est un projet encore embryonnaire avec Hutchinson. Donc, c'est d'écrire une norme sur les... Voilà, c'est un peu un sujet hybride comme tu avais dit, non, Denis? Mm. Ça implique aussi les convoyeurs à rouleau. Oui, oui, oui.
Il est clair que vraiment, c'est vrai que je trouve que c'est l'endroit pour pouvoir établir quelque chose, un projet commun qui permette effectivement à tout le monde de trouver les bons compromis autour de normes et aussi du coup de proposer des choses qui sont plus robustes. euh, Après, à la fois pour le client final et à la fois pour nous, par rapport en termes de développement ou en termes on va dire de mise en application. D'accord. Alors, dernière question, l'ISO et l'IA, c'est discutable? L'ISO et l'IA, c'est discutable? Oui, tout est discutable. Rien n'est là, on ne comprend pas la vérité absolue, quoi. Alors, je crois que l'IA, l'intelligence artificielle, oui, il y a beaucoup de normes, de discussions en ce moment justement sur l'intelligence artificielle. Dans le cadre justement, notamment de la réglementation machine, de règlement machine qui arrive. Il y a tout le Cyber Act, Cyber Security Act. Donc ça, il y a beaucoup de discussions mais pour les courroies, là, on va pas trop arriver ces discussions, mais de notre commission, de notre sujet, oui. Alors, donc, désolé de vous garder un petit peu, parce que là, ça dépasse 5 minutes. Donc, il me reste qu'à vous remercier de votre présence et de votre attention. Si vous souhaitez être contacté par l'un d'entre nous, n'hésitez pas. Je vous ai laissé ici mon adresse email. Vous pouvez me contacter et aussi suivre un peu les actualités sur les courroies via notre page LinkedIn ou bien vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter. Je ne sais pas, Denis, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, non, je remercie effectivement les gens d'avoir participé et d'avoir porté intérêt à notre commission. Merci beaucoup et je vous dis peut-être à bientôt et bonne journée.